أزول نشوف يسون أروح وسيني نزار مازال نزار مازال نكمل غاف تمثالت لازاواد نكمل فلاس يمي خاص ما إلا وسناكي مقورا هاث وتمسلينا راه مدن فلاس تاس ماشا مازال ثورا الإمانيلا موسيتنا غاف ثيموننت تاماتاكيا لازاواد يتكمل قديش ناس ساكن مسلايا قولي وثي قلان زيك تمغلاف تماكن ثلاثة مازنت ذي تجمع ثانا وثن المالي تختاري وكان أدوغال غير لو إمانيلا تسنا غاف ثمورثنا لازاواد ثقيد زكياتو ولا تحالاتين أزول bonsoir. Azul, bonsoir. Alors, je disais que peut-être qu'on en parle un peu moins dans la presse internationale et les médias de l'Azawad, mais ça continue toujours, le MNLA continue. On n'arrive pas à installer le gouvernement, pourquoi? Ça fait un moment qu'on attend, qu'on nous dit à chaque fois, on annonce le gouvernement, on ne l'a pas encore. C'est difficile, les négociations? Oui, en effet, si vous voulez mettre en place un gouvernement qui répond à la place d'un peuple, ça ne se fait pas à la va-vite, parce qu'il vaut mieux prendre le temps de l'installer dans la paix, dans la compréhension, dans la cordialité et dans l'adhésion des populations, afin que vraiment ce qui sort des consultations soit quelque chose d'accepté par tout le monde. Je suppose, ça c'est l'une des raisons qui fait que ça tarde. Et deuxième chose, ce que j'ai aussi appris, c'est que les MNLA essaient de mettre tout le monde ensemble. Comme vous savez, il y a beaucoup d'interventionnisme dans cet espace-là. Et donc, il y a quelques tendances qui sont créées. Et le mieux serait de ramener cet ensemble-là. Est-ce qu'il y a des négociations, ou il y a l'intention de faire des négociations avec un Sardine pour les associer peut-être, ou qu'est-ce qui se passe avec eux? Bon, je pense qu'un Sardine a avec lui une partie de la population. D'abord, ce n'est pas ACMI. C'est donc une idéologie islamiste, mais ce n'est pas ACMI. Donc il va falloir parler, comprendre leur message, parler avec eux, parce qu'il y a quand même une composante minoritaire de la population qui est avec eux, et il faut comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils entendent faire, et comment donc se comprendre avec eux. Est-ce qu'on pourrait les retrouver bientôt à côté du MNLA, dans le gouvernement ou ailleurs, dans les institutions de l'Azawad? Bon, moi je pense qu'aucune partie de la population ne doit être négligée, quelle que soit son aspiration. Maintenant, comme vous savez, en démocratie, on dit souvent que c'est les urnes qui feront la différence. Donc ce n'est pas possible de laisser pour compte une partie de la population, quelle que soit, même si elle est minoritaire. Et d'ailleurs, les Touaregs se battent pour ça, parce qu'on les considère minoritaires, ils ne vont pas répéter la même chose. Donc je pense que c'est des aspects importants. Comment vous expliquez que depuis le MNLA, la proclamation d'indépendance, il y a de plus en plus de groupes islamistes qui apparaissent comme ça spontanément dans l'Azawad, en dehors de Al-Qaïda qui existe depuis longtemps? Bon, il y a plusieurs choses à la fois. Donc vous savez déjà Ansaruddin qui est né récemment, oui, à qui on prête le fait qu'il a beaucoup de relations avec le Mali et avec d'autres pays voisins, donc, et qui a participé, son leader notamment, a participé dans certaines négociations entre le Mali pour les otages. Quel est son rôle réellement? Bon, ça c'est à lui et aux États avec qui il collabore de nous préciser justement quel a été son rôle pour mieux comprendre. Donc ça c'est important de parler avec ces gens parce qu'ils sont présents sur le territoire. Et donc mais il y a le Mujao, il y a d'autres... Effectivement, il y a d'autres qui sont des groupes qui sont rentrés à la faveur justement. Comme vous savez, dans toute révolution, vous avez les quelques jours. Les premiers jours, c'est vraiment quelque sorte un chaos qui s'installe les premiers jours, en quelque sorte. Donc il va falloir gérer ça. Les gens profitent de ça et chacun essaie de tirer, comme on dit, la couverture sur soi. Mais c'est vraiment minoritaire et marginal. Alors je sais que vous avez... Oui, dites-moi. Ensuite, le fait est que, bon, ils sont quand même sur un territoire qui était récemment au niveau du Mali. Donc il va falloir que le Mali aussi démontre ce qu'il peut faire. Et généralement, beaucoup de ces groupes, les gens pensent qu'ils sont venus là de la part du Mali. Bon, vous avez aussi des gens qui viennent du Nigeria, paraît-il. Mais tout ça, Boko Haram. Donc tout ça fait un ensemble qui est vraiment minoritaire sur le terrain. C'est un peu sur le terrain où aujourd'hui même
on a eu des dépêches qui disaient qu'à Tombouctou, un sardine, je ne sais plus si c'est un sardine ou Qaïda, ils ont enlevé toutes les statues érigées à la gloire de ceux qui ont combattu les années d'avant contre les régimes maliens. Ça a été fait ce matin. C'est pas un peu non, contraire à ce que j'ai que... appris, vous l'avez Oui. vu dans les images. Oui. Donc, il s'agit d'un monument récent qui s'appelle Al-Farouk. Donc, il y a en fait une mythologie dans la ville de Tombouctou qui dit que la ville de Tombouctou a été créée à partir d'un cheval blanc et son chevalier. Donc, donc pour ça, la ville avait fait un monument au centre de la ville. Donc, ce monument, dans le cadre des manifestations qui a eu lieu, des pillages par les populations et les gens qui étaient présents, notamment les milices arabes, etc., donc a été fragmenté au niveau d'un sabot et puis au niveau de la tête. Donc, vous retrouvez un peu les images que j'ai regardées pour comprendre ce que c'était. Est-ce que c'est vrai qu'on ne laisse pas les gens regarder la télé, on dit qu'ils sortent plus, nous on lit ça d'ici, c'est vrai ou pas sur le terrain, à Tombouctou notamment? Ce qu'on m'a dit quand même, les gens, ils circulent normalement, ils voyagent, ils vont dans la ville, ils sortent, ils reviennent. Ils peuvent écouter de la musique, on communique avec eux, télé. on parle avec eux. Donc, je sais pas, moi personnellement, je n'ai pas entendu ça maintenant. D'accord. On parle beaucoup justement des exactions, notamment des exactions. On dit ici et là que au nord dans l'Azawad, certains l'appellent le nord du Mali, il y a eu beaucoup d'exactions, notamment de MNLA. C'est vrai ça? Je n'ai pas. Vous êtes battu pour les droits de l'homme, pour les droits des femmes. Exactement. Donc, vraiment, c'est une question qui m'avait beaucoup intéressée et j'ai essayé de me renseigner. Et jusqu'à preuve du contraire, les informations que j'ai reçues vraiment éclaircissent le cas du MNLA dans la situation, contrairement aux milices qui étaient là et qui collaboraient également avec le Mali, qui, elles, sont effectivement intervenues dans les pillages. Quant aux viols, etc., et autres exactions de ce type, je ne veux pas me prononcer dessus parce que je n'ai pas eu d'informations précises et je n'ai pas eu des gens qui me l'ont confirmé. C'est-à-dire que il m'a été difficile de trouver une personne qui dit oui, j'ai été agressée de la sorte, je m'appelle une telle, je suis à tel endroit, comme ce que nous recensons au niveau, par exemple, des exactions faites par l'armée malienne sur la population touareg, où vous avez l'auteur, vous avez la personne qui a été tuée et vous avez le lieu où c'est passé avec des témoins. Donc, vous savez, en matière de droits de l'homme, je ne suis pas tellement experte, je m'initie par la force des choses, parce que je faisais tout à fait autre chose ces dernières années, mais par la force des choses, je me suis impliquée. Il y a une déontologie en la matière. Donc, il ne faut pas simplement dire que bon, il y a eu telle chose et des accusations, mais il faut aussi donner les faits et les témoignages. Vous avez été reçu au Parlement européen. Est-ce que vous pensez que l'Europe, la France, l'Europe connaît vraiment la réalité de l'Azawad, ou bien ils ont certaines informations, un certain point de vue, et ils n'ont pas toutes les cartes? Comment vous avez été reçu? Comment vous les avez vus, les Européens, les députés? Je pense qu'avec les députés, nous avons dit ce que nous avons à dire, donc qui nous concerne, notre problème que nous avons relaté. Maintenant, il leur appartient à eux, à partir de ce que nous avons dit et de ce que nous avons témoigné, de prendre en compte les vérités qu'ils ont trouvées dans ce que nous avons dit. Maintenant, c'est des gens qui sont indépendants. On ne peut pas les amener ni les convaincre de ce que nous faisons. C'est à eux de se convaincre à partir d'un dialogue que nous avons mené avec eux. Est-ce que la France doit accepter ou reconnaître qu'elle a quand même une responsabilité historique, puisque les frontières, c'est la colonisation qui a fait les frontières? Est-ce qu'aujourd'hui elle doit aider, elle doit permettre aux habitants de l'Azawad d'avoir leur État? Bon, pour nous, en ce qui me concerne, je pense que vraiment la France a une responsabilité historique en la matière. Est-ce que la France acceptera-t-elle ceci ou elle l'accepte? C'est une question que je n'ai pas posée aux responsables français. Mais en ce qui me concerne et en ce qui concerne beaucoup d'Azawadis, ils pensent vraiment que la France a une responsabilité en la matière. Et les différents régimes du Mali aussi ont une responsabilité énorme
en ce qui concerne ce sujet-là. Donc, bien sûr, on s'attend à plusieurs choses de ça, notamment de la France, à ce qu'elle prenne en compte le problème, la détresse du peuple touareg, qu'elle le prenne en compte, comme elle a fait dans plusieurs autres cas où elle est intervenue pour aider, être aux côtés des populations. Je veux par exemple voir le cas d'un certain nombre de pays, sans même aller jusqu'à une intervention militaire aux côtés des gens qui se battent, ce qui est hypothétique, mais au moins au niveau humanitaire, beaucoup de choses pourraient être faites. Et les États voisins, notamment l'Algérie, la Mauritanie, le Niger, mais surtout l'Algérie qui a un poids important dans la région. Voilà, et surtout parce que les Touaregs, ça a toujours été un ciment entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara. Donc je pense qu'on doit nous mettre en position de pouvoir jouer ce rôle. C'est très important parce que nous avons été toujours l'espace de transit entre ces deux peuples, du Nord et du Sud, et nous revendiquons cet espace politique aussi et économique. Donc ça veut dire qu'avec ces États, on a beaucoup de points de collaboration qu'on peut développer et on a aussi beaucoup d'intérêts de part et d'autre parce qu'on est vraiment une cheville entre les deux. Donc ça c'est très important, non seulement historiquement, mais d'autant plus qu'actuellement, vous savez, il est difficile qu'un pays, quelle que soit sa force, quelle que soit son économie, puisse être seul et faire son chemin tout seul. Il est obligé de collaborer, de discuter, d'échanger et de traiter avec les pays voisins, même les pays lointains. Vous dites à chaque fois, tous les membres, notamment de MNLA, quand je les entends parler, ils disent que le MNLA est le seul rempart contre Al-Qaïda. Sur quoi vous vous basez quand vous dites tout ça? Vous dites que vous êtes les seuls remparts, vous êtes les seuls à pouvoir combattre l'islamisme radical. Bon, il y a d'abord des points historiques. Vous savez, même l'armée française, quand elle était sur le terrain, en ce qui concerne les 3 régions du Nord, donc c'était toujours les Touaregs qui géraient leur espace, bien sûr avec la présence du colon. Donc je pense que si on se réfère à l'histoire, ceci n'a pas été fait gratuitement. Parce que comme vous savez, le colon, il vient avec sa force, il essaie de s'imposer. Donc s'il a été obligé de se remettre à l'évidence et adopter un tel schéma, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est quoi? C'est un terrain difficile, c'est une particularité du terrain qui est là, dans laquelle il faut tenir compte et qui ne peut se faire que par les gens, les habitants propres de la zone. Donc je pense que ça, c'est d'abord une leçon de l'histoire sur laquelle on doit vraiment prendre exemple. Deuxième chose, c'est que le Mali était un pays pauvre qui s'est battu comme il pouvait pour tenir le Nord, parce qu'effectivement, ils ont perdu beaucoup de soldats dans les différentes rébellions qui ont eu lieu. Il y a eu aussi donc beaucoup d'efforts en matière de tenir le Nord militairement. Et en 2012, au résultat, nous voyons que ceci n'a pas du tout marché et que nous sommes complètement à la case départ. Donc ça veut dire que, quels que soient les moyens, et pourtant il y a eu des moyens qui ont été donnés par les États-Unis, par la France, une assistance technique en matière militaire, qui a été aussi donnée par les voisins, certains pays voisins. Donc ceci dit, qui ont apporté leur contribution. Je prends par exemple le cas de la Mauritanie, qui est arrivée même à combattre les islamistes jusque sur le sol malien, AQMI, disons pas les islamistes, sur le sol malien. Donc vous voyez qu'il y a eu toute une dynamique. Donc moi je pense que c'est le peuple qui doit gérer son espace et il n'y a pas de honte à cela. Ce n'est pas une défaite pour le Mali en tant que tel. Quand on vous demande de faire quelque chose pour lequel vous n'êtes pas habilité, ce n'est pas une honte. La défaillance, on la constate parce que ni les Touaregs ni le Mali ne sont heureux de la situation. Donc il va falloir faire quelque chose et se rendre à l'évidence. Est-ce que la société civile, est-ce que que ce soit les Maliens, que ce soit les Azawadis, comme vous dites, est-ce qu'ils ne commencent pas à être un peu fatigués de cette guerre qui ne s'arrête pas? Bon, moi je pense que les armes se sont tues. Le signe de la fatigue au niveau du Mali, ça se ressent énormément parce que vous voyez tous les derniers développements politiques qu'il y a eu au Mali.
Je pense que tout ça, ce qui se passe n'est pas étranger à tout cela. Deuxième chose, pour ce qui concerne les Azawadi, ils sont vraiment fatigués parce que 50 ans sur lesquels vous n'avez vécu que des sécheresses, des exactions, ça vous érode la conscience. Et c'est pour ça qu'une solution doit être trouvée. 50 ans, c'est beaucoup, c'est un demi-siècle. Un demi-siècle d'exactions, un demi-siècle de misère, de sécheresse, de manque d'éducation. Donc c'est quand même beaucoup. Et j'interpelle ici toute la communauté européenne, la communauté internationale, les pays africains, la CEDEAO, de se pencher sur le cas du peuple Touareg pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent, parce que je pense que là aussi c'est un problème. Quand on ne comprend pas un problème et qu'on le tient en distance ou qu'on le comprend ou qu'on se le fait expliquer à travers des personnes qui ne sont pas habilitées ou qui ne comprennent pas le problème et qui sont partie prenante, on n'arrive pas à comprendre tout à fait le sens du message de ces Touaregs. Donc je pense que c'est le moment de s'adresser à eux en tant que peuple africain. Comme tous les autres peuples de l'Afrique, on a constaté que chaque fois qu'il y a des problèmes, donc les États africains s'y intéressent. Et vraiment dans la dignité, dans le respect de leur dignité. Est-ce qu'il faudra finir par négocier? Est-ce qu'il faudrait négocier avec le Mali? Moi, je pense que toute guerre finit par la négociation. Et qu'il est toujours mieux de commencer. Est-ce que tout est négociable, notamment l'indépendance, ou il y a des choses Il vaut mieux commencer par la négociation. Si ce n'est pas possible, vous avez vu le résultat de ce qu'il y a eu, donc on est obligé de revenir sur la négociation. Et la négociation, c'est simplement de reconnaître une dignité des gens, de leur laisser la liberté de s'autogérer, afin que tout le monde aille ensemble dans la même dynamique de développement. Parce que les défis sont grands. On a un grand territoire qui est entièrement désertique, sur lequel il faut tout faire. Et je pense que c'est au bénéfice à la fois des Touaregs que du Mali. Parce que s'ils vivent, ils cohabitent ensemble depuis des années. Si vous avez une amélioration d'une partie, ça peut énormément jouer sur les deux, de façon positive. Comment vous la voyez maintenant, la situation au Mali? Là encore ce matin, on a vu qu'il y a certains qui disent que c'est celui qui a fait le putsch qui va être président intérimaire. L'autre président a été frappé et tabassé dans son bureau. Ça vous arrange, vous, ou pas du tout? Vous voudrez un gouvernement? Non, moi, les malheurs du Mali ne m'arrangent pas parce que les Maliens, c'est mes amis, c'est mes frères, c'est mes collègues, c'est mes voisins. C'est des gens avec qui j'ai partagé une partie importante de ma vie. Malgré tout ce qui s'est passé, et je leur souhaite du bonheur. Mais je souhaite aussi du bonheur aux Touaregs. C'est un État Touareg? Parce que des fois, on dit que l'Azawad, ce n'est pas un État Touareg. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte de dire que c'est un État Touareg qui va donner la place, qui va respecter tout. Ou ce n'est pas un État ethnique? Ce n'est pas un État ethnique. Ça, c'est le souhait de tout, je pense, toute personne démocratique qui a une vision moderne dans ce monde voudrait que toute entité territoriale soit une entité diverse. Je pense que c'est ça le bénéfice de la diversité, c'est d'avoir beaucoup d'idées diverses, beaucoup de différentes approches des problèmes et du développement qui vont donc donner vraiment un essor. Ça, c'est mon souhait. Très bien, juste une dernière question, je n'ai pas voulu commencer par elle, je voulais qu'on termine. Est-ce qu'en 2-3 minutes, vous pouvez un peu nous retracer l'historique pour que les gens ne comprennent, justement, on parle de l'Azawad, de la naissance de l'État, mais ça a commencé peut-être dans les années 60. Disons que de ce que j'ai su de l'histoire, parce que 60, moi, vous êtes jeune. Je n'ai pas vécu ces moments-là, c'est que j'aurais appris qu'il y avait effectivement une demande des Touaregs de constituer, pas seulement des Touaregs, mais en tout cas sur les 3 régions du Nord, d'un certain nombre de notables. Bon, est-ce que ceci rend légitime ce qui s'est passé après? Mais c'est quand même une base. Ce qu'il a légitimé, c'est plutôt les exactions et c'est aussi plutôt la partie historique qui fait qu'à l'entrée des Français, vous aviez des entités différentes qui se géraient de façon autonome et qui commerçaient ensemble, qui liaient amitié ensemble. Donc ça c'est ça. Et la troisième chose qui, elle, est des temps nouveaux, c'est le fait qu'on n'a pas su intégrer notamment
et spécifiquement les Touaregs, dans le développement du pays. Et avec la complexité qui s'ajoute récemment de l'existence d'AQMI sur le territoire de l'Azawad, donc qui était le Nord Mali. Donc ça, c'est une autre complexité qui est très grave à la fois pour les Touaregs, et je pense qu'ils ont raison de se soulever contre ça et de faire en sorte qu'ils puissent gérer leurs terres pour que de tels défis n'y prospèrent pas. Donc rien que pour ça, je pense que la communauté internationale, le Mali aussi, a intérêt, la Mauritanie, l'Algérie, le Niger, tous ces pays doivent vraiment faire un effort en leur direction, de mieux les comprendre et de mieux les soutenir, parce que sinon ça ne va pas marcher. C'est les gens qui sont sur les terres qui peuvent la gérer. Ce n'est pas des gens qui sont à 1000 km qui vont gérer un espace qui est là. Alors avant de terminer, j'aimerais qu'on parle un petit peu des réfugiés, de la situation des réfugiés. Il doit y avoir des milliers peut-être. Ils sont où? Est-ce qu'ils sont dans le besoin? Donc effectivement, la situation des réfugiés est très alarmante. Il faut en parler. Il faut en parler parce que on a subi une guerre. À la suite de cette guerre, donc, vous avez énormément de déplacements. Et vous avez également des gens qui se sont exilés, ce qu'on appelle des réfugiés. Donc en réalité, vous avez deux catégories de gens qui sont dans la détresse. Vous avez les déplacés, ça c'est à l'intérieur du pays, et vous avez les réfugiés. Les réfugiés sont essentiellement, la plupart sont en Mauritanie, c'est en Algérie, au Niger, au Burkina Faso, et puis en Libye et dans certains autres pays arabes ou africains, qui ne sont pas principalement ciblés quand on parle des réfugiés Touaregs. Maintenant, il y a aussi les gens qui sont à l'intérieur du pays. Au moment donc du combat avec l'armée malienne, ils se sont éloignés des villes pour se sécuriser. Et donc, comme vous voyez, c'est le désert. Donc, il y a le problème de l'eau, il y a le problème de l'approvisionnement, il y a le problème de santé, il y a le problème des écoles. Et cette problématique se retrouve également au niveau des camps de réfugiés, où vous avez le problème d'abord d'accès à la nourriture, le problème d'accès à l'eau, le problème d'accès à la santé, à l'hygiène. Il y a des aides internationales ou pas pour le moment? Donc, en réalité, les gens ont été pris de court. Il y a le HCR qui est présent, il y a plusieurs ONG comme le MSF, comme ACF, Action contre la faim, comme l'UNICEF, l'OMS. Mais ça s'est passé tellement rapidement qu'au départ, les institutions avaient prévu 5 000, 10 000, 20 000. Alors qu'on prend le cas de la Mauritanie aujourd'hui, nous sommes déjà à près de 70 000 réfugiés recensés officiellement, parce qu'on ne recense que sur le camp de réfugiés. Et vous avez des populations réparties dans le pays. Or, vous savez que la Mauritanie, si je prends son cas, et le Burkina ou le Niger, c'est des pays sahéliens qui eux-mêmes ont des problèmes de nourriture. Ils ont un problème de déficit alimentaire, surtout cette année. Donc c'est un problème qui s'ajoute à un autre. Donc il va falloir que les gens qui interviennent pour l'aide alimentaire accroissent ce qui était attendu. Vous faites vraiment un appel, c'est un vrai appel à la communauté internationale, parce que ces réfugiés sont fragilisés et ils viennent encore dans une situation où les États qui les accueillent sont eux-mêmes dans des difficultés. Donc c'est vraiment un appel pressant afin qu'on tienne compte de ces réfugiés et qu'on puisse les assister. Dans les réfugiés, il ne faut pas non plus oublier tous ces jeunes. C'est des enfants qui étaient à l'école, c'est des élèves qui étaient dans les universités, qui sont aujourd'hui obligés d'arrêter leurs études, pour lesquelles il va falloir trouver des solutions. Et je pense que c'est à la portée de la communauté internationale. Il y a un besoin de tout, comme vous l'avez dit. Il y a un besoin de tout. Des médicaments. Il y a un besoin de médicaments, un besoin d'instruction, de continuer l'éducation, un besoin de nourriture, un besoin de santé, un besoin d'hygiène, un besoin de reconnaissance. Parce que dans la zone où nous sommes, c'est une zone quand même où on parle d'AQMI, on parle d'un certain nombre de troubles qui fait que les personnes en elles-mêmes ne sont plus sûres. Or, ces réfugiés, c'est des personnes qui ont un domicile, qui par la force des choses se sont trouvées déplacées, qui sont reconnues, pour lesquelles il faut donner un statut. Pour que si un réfugié lambda veut voyager de la Mauritanie en Algérie,
qu'on ne lui oppose pas le manque de papier. Parce qu'il y a quand même certains droits minimums pour que ces gens puissent se déplacer pour vivre. On a à peu près les chiffres, on n'a pas le nombre nous avons des chiffres où aujourd'hui on parle de presque 300 000 de réfugiés, mais il faut dire aussi que ces gens ont trouvé déjà, disons, d'autres réfugiés qui étaient là et qui sont venus des années précédentes, c'est-à-dire qui sont venus des exactions de 92, 96 et de 63, qui eux-mêmes étaient dans des situations précaires. Donc à eux s'ajoutent de nouvelles générations qui sont totalement affaiblies. Donc, merci beaucoup. J'espère que votre appel va être entendu. Merci beaucoup, madame. الميرثي يكون غادي يقيم يدنا قيمته وتروحوا ثارة غادي نوغال كحريش وسين نكمل مسلاي غاف لا زاوية.